Bonjour les amis, aujourd'hui on parle de santé mondiale. Il y a eu des amendements qui ont été faits en ce qui concerne le RSI, le règlement sanitaire international. Et récemment, j'ai eu l'occasion de participer à un webinaire où on évoquait justement ces nouveaux ajouts en ce qui concerne le RSI, des amendements qui ont été faits déjà depuis plusieurs années et qui ont donc pris effet en cette année 2021. Donc, on va essayer de voir cela dans cette vidéo. Juste pour te rappeler, les amis, ici on parle de santé publique. Bienvenue si tu nous rejoins pour la première fois. Enchanté. Et voilà, je t'encourage donc à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Si tu es étudiant ou chercheur, tu peux également nous contacter pour que nous mettions à ta disposition nos meilleurs spécialistes qui peuvent t'accompagner pour l'analyse qualitative ou quantitative de tes données. Alors les amis, aujourd'hui on parle donc du RSI, le règlement sanitaire international. Il y a eu des modifications en ce qui concerne la gestion sanitaire. Vous savez, le règlement sanitaire international, c'est ce document-là, un document de droit qui régit comment est-ce que les États vont se comporter entre eux en ce qui concerne la gestion des catastrophes, des épidémies, des pandémies. Ils se sont assis et ont décidé donc de mettre en place des mesures que tout le monde doit respecter. Mais il faut le dire d'entrée de jeu que ce règlement sanitaire international, en principe, s'impose à tous ceux qui sont signataires de ce règlement-là. Mais on peut bien se rendre compte qu'il y a, dans le passé, on a vu des pays qui n'ont pas toujours respecté les protocoles en matière de déclaration. Par exemple, la Chine, qui n'a pas toujours partagé ses données comme c'est justement recommandé par le RSI. Donc, est-ce que ces amendements-là vont être... est-ce qu'il y aura des choses qui vont... voilà, des mesures, des leviers qui vont permettre à ce que les États se sentent dans l'obligation d'accepter cela? On ne peut pas en être sûr parce que voilà, on ne peut pas donner des garanties que des pays puissants, okay, pourront donc appliquer ce RSI lorsque cela n'entre pas dans voilà, dans leur façon de faire. Donc, voilà un peu le petit bémol que je voudrais faire d'entrée de jeu avant de commencer. Donc, on va commencer donc avec la partie 1. La partie 1 que je vais évoquer avec vous, c'est par rapport à la gestion sanitaire aux frontières. Il y a eu un point en ce qui concerne les capacités de base que chaque pays doit avoir dans ses frontières en ce qui concerne la gestion des épidémies. On parle par exemple du plan d'urgence. Il faut que les pays puissent avoir un plan d'urgence sanitaire au niveau des points d'entrée. Comment est-ce que on va couvrir les risques biologiques comme les virus qui peuvent être mis en place, mais aussi toute autre menace qui peuvent arriver et qui peuvent avoir une possibilité de se transmettre dans un autre pays. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a également les infrastructures et le personnel. On évoque le fait que le personnel doit être davantage formé, les équipements doivent être disponibles pour que, voilà, en cas d'épidémie, on puisse directement prendre cela en charge. Donc, les points d'entrée, par exemple, doivent avoir des zones de quarantaine, des zones d'isolement qui sont donc, des zones assez vastes qui doivent être disponibles, okay, pour être capables d'être utilisées en cas de catastrophe. On évoque également, en plus de ces zones-là et des plans de contingence, on parle également des protocoles. Les protocoles qui doivent être mis en place et s'assurer comment est-ce qu'on va respecter, on va par exemple désinfecter les véhicules, on va déjà inspecter ces véhicules-là, les marchandises, les bagages, tout ce qui entre, tout ce qui sort, comment est-ce qu'on va, quel est le protocole en ce qui concerne donc cette vérification de tout ce qui entre et de tout ce qui sort. Et voilà, donc il y a ça également qui a été amendé. Et aussi, en ce qui concerne les laboratoires, on évoque le fait qu'il faut avoir des arrangements avec les laboratoires locaux pour l'analyse rapide des échantillons. Donc, il ne faudrait plus qu'on puisse avoir des zones où voilà, on va être capable, on va être obligé de déporter un échantillon pour aller l'analyser ailleurs dans un autre endroit. Mais on évoque le fait que il faudrait véritablement que les laboratoires locaux puissent être disponibles pour pouvoir faire des analyses assez rapidement, de façon à identifier les menaces de façon assez rapide. Donc, pour cette partie 2, je veux qu'avec vous un autre aspect qui concerne la modernisation des voyages. Il y a eu également un amendement en ce qui concerne par exemple les cartes, ok, je vais dire les cartes de vaccination parce que vous savez, pour ceux qui voyagent avec les bateaux, il y a une nouvelle appellation qu'on appelle la déclaration de santé du navire qui est le document que les personnes devront avoir lorsqu'elles vont prendre un bateau pour se déplacer et traverser les frontières. Mais pour ceux qui vont traverser avec par air, il faudrait avoir
Et donc, cela a été approuvé de façon officielle. La carte, voilà, le certificat de vaccination numérique qui sera donc utilisé. Et pour les enfants, il sera possible d'avoir un certificat de vaccination en version papier. Et donc, les vaccins contre comme le vaccin contre la fièvre jaune, ok, c'est un élément également important parce qu'on évoque que la validité du certificat de vaccination contre la fièvre jaune est maintenant officiellement reconnue comme étant valable à vie. Ok, ça c'est un élément important qui a été également mentionné 10 jours après l'injection, ce qui signifie que voilà, lorsque vous avez pris votre vaccin contre la fièvre jaune, il sera possible pour vous maintenant de vous déplacer à vie. Donc, ça c'est un amendement important qui a également été fait. Alors, la partie 3 et la dernière partie que j'évoque avec vous simplement, c'est le fait qu'il y a véritablement des mesures beaucoup plus rigoureuses pour pouvoir voyager. Il y a eu un nouvel indicateur qu'on a mis en place, ce qu'ils appellent l'indicateur SPA3. C'est un indicateur qui doit permettre d'évaluer le risque. Okay? Quel est le risque que vous présentez lorsque vous déplacez pour notre pays? C'est donc un risque qui doit être calculé par les différents pays, qui doivent faire l'évaluation des risques. Et voilà, donc il faudrait que les pays adoptent ce processus national pour décider et imposer des mesures de voyage. Par exemple, comment ça se passe si on veut faire la quarantaine, comment ça se passe si on veut faire l'isolement. Et voilà, donc ça, ce sont des décisions qui ne seront plus prises de façon unilatérale, sans justification. Il faudrait que ce soit basé sur voilà, une évaluation des risques clairs, c'est-à-dire on ne va pas vous imposer simplement de faire une quarantaine ou alors un isolement sans vous montrer que voilà, d'après ce protocole reconnu officiellement par l'État, voici le risque dans lequel vous vous situez. Donc, ce risque-là, conformément aux prescriptions, vous devez vous soumettre à une quarantaine, à un isolement. Voilà, donc, ça, ce sont des éléments qui sont également ajoutés en ce qui concerne donc l'approche rigoureuse des mesures de voyage et de déplacement. Donc, je pourrais faire d'autres vidéos pour vous évoquer d'autres aspects de ce RSI-là. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à mentionner en commentaire si vous êtes intéressé par ces différents aspects-là. Dites-moi en commentaire si vous également vous avez des mesures dans votre pays, est-ce qu'elles sont respectées? Et voilà, on pourra continuer la discussion là-dessus. Ok? Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.